Le commandant Frédéric, chef de la division de l'escadron de soutien technique aéronautique de la base aérienne 133, va présenter le dispositif au lieutenant-colonel Eric, commandant en second, qui va procéder à une inspection des troupes. Reposez. Bon. Les honneurs vont maintenant être rendus au drapeau de la 3e escadre de chasse de la base aérienne 133. Tradition de la base aérienne 133, baptisée Henri Jandet, prennent leur source dans un passé lointain datant du siècle dernier. Ayant vu le jour en 1915, la base aérienne 133 a vécu toute l'épopée de l'armée de l'air et accueilli tous les types d'avions, du Breguet au Mirage 2000. Par sa haute valeur symbolique, le drapeau de la base aérienne 133, porté par le capitaine Mathieu, concentre les qualités foncières qui caractérisent l'engagement quotidien des aviateurs au profit des missions de portée, tant nationales qu'internationales, qui leur sont dévolues. Garde à vous. Présentez. Le drapeau de la base aérienne 133 est à garde.
Au drapeau. Reposez. Hop. Repos. Reposez. Nous attendons l'arrivée des autorités suivantes. Monsieur Julien Le Goff, secrétaire général, représentant Monsieur Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Mathieu Klein, maire de Nancy, président de la métropole du Grand Nancy. Madame Carole Grandjean, députée de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Laurent Garcia, député de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle. Monsieur Jean-François Husson, conseiller régional, représentant Monsieur Jean Rotner, président du Conseil régional Grand Est. Madame Chahinès Kirouni, présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Monsieur l'ingénieur général Patrice Gobin, gouverneur militaire de Nancy. Monsieur le colonel Michel Lipski, commandant de la base de défense de Nancy, délégué militaire départemental de Meurthe-et-Moselle et commandant d'armes de la place de Nancy. Les honneurs vont être rendus à l'autorité militaire. Garde à vous. Présentez. Hop.
Les autorités civiles et militaires vont maintenant saluer le drapeau de la 3e escadre de chasse de la base aérienne 133. Le colonel Michel Lipski, commandant la base de défense de Nancy, commandant en armes de la place de Nancy et délégué militaire départemental de Meurthe-et-Moselle, va passer les troupes en revue. Reposez. Repos. Ambroise et Alia, tous deux élèves de 6e au collège Julien Franck de Champignol et membres du Souvenir français, vont procéder à la lecture d'un texte en hommage à Georges Guilmer. Tous ces élèves qui vont procéder à des lectures sont accompagnés par Madame Patricia Derul, qui est présidente du Souvenir français
de Champignol. Hommage à Georges Guynemer. Par le témoignage que nous allons vous lire, nous souhaitons rendre hommage à Georges Guynemer, las aux 53 victoires homologuées et aux 29 qui ne le furent pas. Ce héros légendaire de l'escadrille des cigognes, à la ténacité indomptable, à l'énergie farouche, au courage sublime. Ce texte, écrit de la main de Ernest Udet, alors débutant, qui deviendra l'as numéro 2 de l'aviation allemande avec 70 victoires, relate son premier combat avec Guynemer. Il y avait une certaine activité le long des lignes, et le bruit courait que l'autre camp préparait une grande offensive. Nous pouvions apercevoir chaque jour, se détachant sur le ciel d'été, de longues rangées de ballons, comme une enfilade de saucisses monstrueuses. Ces ballons constituaient un danger pour nos troupes, et la décision fut prise de faire quelque chose. Je commençai ma journée de bonne heure, pour avoir le soleil dans le dos pour l'attaque des ballons. Je volai très haut, plus haut que jamais jusqu'ici. L'altimètre indiquait 4500 mètres et l'air était léger mais glacial. Juste au-dessus de l'Irval, j'aperçus un avion ennemi qui, de loin, avait l'air d'une libellule. Puis je vis un petit point en mouvement rapide venant de l'ouest. Il ne tarda pas à prendre forme et j'eus pu l'identifier bientôt comme un spade. Il était probablement à la recherche des intrus de mon espèce. Je verrouillai mes bretelles et sentis dès cet instant que ce serait un combat acharné. Nous étions à la même altitude. Un rayon de soleil sur la carlingue de mon adversaire me permit de voir sa peinture brun clair. Tout de suite, le combat tournoyant s'engagea, chacun à l'affût d'une occasion. Du seul, on nous prenait sans doute pour deux oiseaux de proie, se livrant au jeu de la période des amours, comme au printemps. Mais lui et moi savions qu'il s'agissait du jeu de la vie ou de la mort. Le premier des deux à réussir à se glisser dans la queue de l'autre serait le vainqueur. Telle était la loi des monoplaces. On ne pouvait tirer que devant soi. Pris par derrière, on était perdu. Au cours du combat, nous passâmes parfois si près l'un de l'autre que je pus observer en détail le visage de mon adversaire. Ou du moins, ce que je pouvais en voir sous son casque. Sur le flanc de l'appareil, il y avait une cigogne et deux mots peints en blanc. À la 5e passe, il me frôla, de si près que je sentis le souffle de son hélice. Je réussis à lire les lettres du mot V-I-E-U-X, et tout le monde savait à l'époque que le vieux Charles était l'avion de Guynemer. J'aurais dû m'en douter, il n'y avait pas deux pilotes alliés à manier un appareil avec une telle maîtrise. Comme la plupart des bêtes de proie, cet homme aimait chasser tout seul. C'est Guynemer qui avait mis au point la tactique d'attaque du soleil dans le dos. C'est comme cela qu'il avait descendu mon copain Puz. Il était à l'époque crédité de 30 victoires déjà, et je sentis que ce serait le combat de ma vie. Je tentai un Immelmann pour essayer de l'avoir par-dessus, mais il comprit immédiatement mon idée et fit une évasive en demi-tonneau. Je risquais une autre manœuvre, mais Guynemer la déjoua instantanément. Le jeu de cache-cache se prolongeait. À un moment donné, au sortir d'un virage, il prit l'avantage une fraction de seconde, et d'une grêle de balles enveloppa ma cellule. Je sortis le grand jeu, tout ce que je savais faire. Virage boucle, tonneau, glissade. Il collait au moindre de mes mouvements, avec des réflexes incroyablement rapides et précis. Petit à petit, je réalisais que je n'étais pas de sa force. Non seulement son avion était supérieur, mais le pilote était un duelliste hors pair. Seulement, je n'avais pas le choix. Me battre ou rompre le combat. Et tourner le dos eût été signé mon arrêt de mort. J'engageai un virage très serré, et l'espace d'un instant, je l'eus enfin dans mon collimateur. Je pressai la détente. Rien. Ma mitrailleuse s'était enrayée. Tenant le manche de la main gauche, je secouai énergiquement la mitrailleuse de ma main droite. Rien à faire. J'eus une seconde la tentation de lui échapper en piquant à mort. Mais avec un tel adversaire, la manœuvre eût été sans espoir. En 4 secondes dans ma queue, il m'aurait descendu sans la moindre difficulté. Alors, le combat tournoyant se poursuivit. Pour moi, c'était la plus extraordinaire leçon de pilotage. Abstraction faite des risques, bien sûr. J'avoue avoir totalement oublié pendant un moment que mon partenaire s'appelait Guynemer et que c'était mon ennemi.
Il m'a semblé que j'étais à l'entraînement au-dessus d'un terrain avec un vieil ami. Mais cette impression ne dura guère. Nous étions en combat tournoyant depuis 8 minutes déjà. Les 8 minutes les plus longues de ma carrière de pilote. Brusquement, Guinmer partit en retournement, en vol sur le dos. Il me passa sur la tête. Du coup, je lâchai le manche pour cogner de mes 2 poings sur ma foutue mitrailleuse. La méthode était primitive, mais quelquefois ça marchait. Guinmer m'avait regardé faire et savait désormais que j'étais sa victime sans défense. Il fit une nouvelle passe juste sur ma tête. Il était pratiquement en vol inversé. Et là, à ma stupéfaction, il me fit signe de la main en un geste amical et mit cap à l'ouest. Je rentrai au terrain stupéfait. Certains ont ensuite prétendu que Guinmer avait lui aussi subi un enrayage de mitrailleuse, d'autres qu'il avait eu peur que, dans mon désespoir, je lui fonce dessus avec mon avion. Je n'en crois rien. Pour moi, Guinmer donna ce soir-là une démonstration de la pérennité de quelque chose qui s'inspire de l'ancienne chevalerie et qui survivait encore aux méthodes modernes de combat. Merci Ambroise et Alia. Nous allons assister. Ah, pardon. Le capitaine Guinemer, ce preux chevalier des airs, fut abattu le 11 septembre 1917 en pleine gloire, lors d'une mission au-dessus de Poelcapelle en Belgique, sans que l'épave de son Spad 12 et sa dépouille ne soient jamais officiellement retrouvées. Edmond Rostand salua sa disparition par ces mots. « Gloire à celui qui part !» Et puis que, plus jamais on ne voit reparaître. Nul ne l'a rapporté, nul ne l'a vu descendre. Ah, c'est qu'il est peut-être. Montez, 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 rejoindre Ricard. Alors merci cette fois à Ambroise et Alia. Nous allons assister maintenant à la lecture de la lettre d'un poilu à sa mère par Emma, élève de 6e au collège Julien Franck de Champignol. Lettre d'Albert Plock à sa mère le 11 novembre 1918. Fougue à 8 km de Toul, grand jour de la délivrance et de joie. Mère chérie, le poste de la TSF a reçu la nouvelle brève que les hostilités cesseront ce matin à 11h. Est-ce possible? Est-ce vrai? Le cantonnement se réveille et s'agite. C'est la fin, on pleure, on rit, on court. Plus jamais d'obus? Plus de gaz, la paix. Notre capitaine est pâle des... Ah, mon capitaine, c'est bien fini. C'est fini et nous sommes en vie. Voici notre bonheur, la guerre est terminée. Quel beau jour, ma petite mère chérie. Combien je pense à toi et à mon cher papa. Que de joie à venir, mais hélas, que de peine aussi. Comment exploser de joie alors que tant d'amis sont tombés au champ d'honneur. Nous avons toujours à l'esprit les camarades connus ou inconnus qui ne reverront plus leur pays. Chère mère, fait-on pourtant nos succès? Ici, on tire le canon sans arrêt. La retraite vient de passer. Les cloches sonnent le bonheur de notre chère France. C'est émotionnant, tu sais. Et partout, la France doit être de même. J'imagine notre village dans tous ses états. Que ça doit être joli. Mère chérie, je suis heureux, ton fils te revint, quel bonheur pour toi. Je crois que nous continuerons notre route et filerons sur Nancy et ensuite Lunéville. Et après, nous espérons défiler à Paris. Que des bruits qui courent. Les cloches sonnent toujours. Ce soir, nous fêterons nos armées et tout d'un commun accord, lèverons nos verres en l'honneur de nos chers disparus. Nous ne les oublierons pas. Ils méritent de la patrie très reconnaissante. Quelle joie de nous retrouver tous les trois. De joie, je ne peux plus écrire. Quelle jolie Sainte-Martin, ce 11 novembre 1918. À bientôt, mère adorée, je suis ton grand-fils chéri, Albert. Merci Emma. Nous allons écouter maintenant un texte en hommage aux compagnons de la Libération par Léo Marion, élève de terminale au lycée Jeanne d'Arc de Nancy. L'ordre de la Libération, cette chevalerie exceptionnelle, créée au moment le plus grave de l'histoire de France, fidèle à elle-même, solidaire dans le sacrifice et dans la lutte. 1038 hommes et femmes, élevés au rang de compagnons de la Libération, dont Charles Leclerc, René Peters,
et René Wagner. 3 meurtres-et-mosellans auxquels nous souhaitons rendre hommage ce soir, alors que le président de la République accompagnait aujourd'hui même Hubert Germain, le d'entre eux, à sa dernière demeure, au Mont-Valérien. 18 unités de combat de la France libre furent également élevées au rang de compagnons de la libération, 10 de l'armée de terre, 3 de la marine et 5 de l'armée de l'air. 5 communes se sont enfin vues attribuer le titre de compagnons de la libération. Nantes, Grenoble, Paris, Vassy-en-Vercors et l'île de Sein. André Malraux les définissait par 3 traits principaux: l'espoir, l'engagement volontaire, le témoignage. L'espoir. Au pire jour de la défaite, ils n'ont pas perdu confiance en la France. Et dès qu'ils ont repris le combat, ils ont entendu assumer la France et non former une légion étrangère. Ce qui était fort important. Car c'est cette résolution d'assumer la France qui a permis l'unité des forces françaises libres et de la résistance de Leclerc et de Jean Moulin. L'engagement. Ils étaient des volontaires et se séparaient ainsi de leurs grands prédécesseurs, les anciens de Verdun. Le témoignage. Ils ont été des témoins. Nous ne tenons pas Birkheim pour Austerlitz, mais Bir Hakeim, comme le premier combat de Jeanne d'Arc à Orléans, a été la preuve que la France n'était pas morte. Mais qui de mieux que le général de Gaulle pour leur rendre hommage? Ainsi, en préface au mémorial des compagnons de la Libération, il écrivit: soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan. Aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, combattants de la résistance, tués au maquis et au poteau d'exécution. Vous tous qui, à votre dernier souffle, avez mêlé le nom de la France, c'est vous qui avez exalté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de la France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur. Vous méritez notre admiration et notre profond respect. Merci Léo. À 5h05, le 11 novembre 1918, les plénipotentiaires alliés et allemands sont d'accord sur le texte définitif de l'armistice. Au terme de cet accord, il est décidé d'arrêter les hostilités le plus tôt possible. Sur ordre du maréchal Foch, un télégramme est immédiatement envoyé sur tout le front par radio et par message téléphoné à tous les commandants en chef. Le cessez-le-feu va être lu par Héloïse de la chorale des Mirabelles. 4 ans de combats harassants, héroïques et meurtriers. Des millions de victimes. Des familles meurtries, décimées. Des esprits bouleversés. Tel fut le prix à payer avant que ne retentisse le clairon de l'armistice. À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois de l'année 1918, le canon s'est tu sur le haut front nord-est du pays, et par là même dans toute l'Europe. Les soldats peuvent enfin sortir des tranchées, sans craindre de voir la mort faucher leur vie. La peur peut laisser place à la joie. L'ordre du jour du maréchal Foch va être lu par Lucien de la chorale des Mirabelles. Officiers, sous-officiers, soldats des armées, après avoir résolument arrêté l'ennemi, vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit. Vous avez gagné la plus grande bataille de l'histoire et sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. Soyez fiers. D'une gloire immortelle, vous avez paré le drapeau. La postérité vous garde sa reconnaissance. Le maréchal de France, commandant en chef des armées alliées, Ferdinand Foch.
Le message de l'Union française des associations de combattants va être lu par Maurice Villain, président de l'Union départementale des anciens combattants de Meurthe-et-Moselle. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il mettait fin à 4 années d'horribles souffrances vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments aux morts de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse dénombrait alors 1 400 000 morts, 740 000 invalides, des centaines de milliers de veuves. Une profonde saignée, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit que l'on a appelé, plus tard, la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve le souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant pour toujours notre reconnaissance. Il faut le rappeler, 1 400 000 sont morts pour la France. En cette journée de recueillement en hommage à tous les morts pour la France, ayons également une pensée pour tous nos soldats tués ou blessés ces derniers mois en opérations extérieures et inclinons-nous devant la douleur de leurs familles. L'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, fidèle au souvenir des victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer dans un monde en paix, plus juste, plus solidaire et plus fraternel. Vive la République, vive la France. Le message de la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées va être lu par M. Julien Le Goff, secrétaire général, représentant M. Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle, M. le colonel Michel Lipski, commandant la base de défense de Nancy, délégué militaire départemental de Meurthe-et-Moselle, procédera ensuite à l'appel des noms des militaires morts pour la France. « 11 novembre. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour est simplement intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure, 11e jour du 11e mois, après une année interminable,
tue, la fureur s'est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé, à l'aube, jusqu'au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville à la moindre place de village, une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Derrière l'allégresse, derrière le drapeau tricolore, flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu l'être aimé. Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux tombés au champ d'honneur sur tous les fronts d'Orient et d'Occident. Nous nous souvenons du combat valeureux de ceux qui, venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient auparavant jamais foulé. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain, jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera, dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940. Hubert Germain est le porte-étendard des 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Colonel Sébastien Botta, commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, mort pour la France en Égypte, le 12 novembre 2020. Maréchal des logis Taneri Mori, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Dorian Issakagnan, 1er régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Brigadier Quentin Pochet, régiment de chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Huynh, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Brigadier-chef Loïc Risser, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali, le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins, mort pour la France au Mali,
le 24 septembre 2021.